Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour chers étudiants. Aujourd'hui, on va conclure, on va terminer la pathologie tuberculeuse du tractus digestif. On a vu la forme péritoniale. On a vu dans le deuxième cours la forme intestinale. Il nous reste pas beaucoup de choses. Il nous reste quelques formes topographiques de la tuberculose. Et bien sûr, dernièrement, la chimiothérapie antituberculeuse. Et vous allez voir les notions de similitude entre la tuberculose péritoniale et la tuberculose intestinale dans la chimiothérapie. Donc, tous les supports sont disponibles dans la description à télécharger. Toujours, je vous invite à abonner, chers amis, afin de recevoir ces vidéos durant toute l'année. Et bien sûr, je demande de votre part, comme d'habitude, un maximum de j'aime, de partage. Ne laissez pas ces vidéos à votre disposition. Un maximum de j'aime et de partage, c'est mon but de ces séries de vidéos. Donc, concernant les formes topographiques, je vous invite à prendre note de chaque forme avec leurs caractéristiques afin de poser le diagnostic différentiel entre ces derniers. Donc, concernant les formes selon la topographie, on a premièrement à noter la tuberculose colique extracécale. Dans la partie précédente, on avait vu la forme iliocécale qui a été la plus fréquente. Donc, maintenant, on abordera d'autres formes avec leurs manifestations cliniques et quelques diagnostics différentiels. Donc, on abordera dans cette partie la tuberculose colique extracécale, la tuberculose du grêle, la tuberculose duodénale et la tuberculose anorectale. Bien sûr, ce sont des localisations plus rares, moins fréquentes que la forme, je répète, la forme la plus fréquente qu'on avait vue précédemment était la forme, je répète, iliocécale. C'est la forme la plus fréquente de la tuberculose intestinale. Notez ça bien. Donc, premièrement, j'espère que vous êtes en train de noter la tuberculose colique extracécale. Elle se manifeste par douleur abdominale, ballonnement. Donc, lorsqu'on dit pathologie colique intestinale, donc la douleur abdominale, ballonnement. L'examen de choix, c'est de la coloscopie. On abordera dans le troisième chapitre la pathologie entérique. On abordera très prochainement la pathologie du grêle et du côlon. Donc c'est la coloscopie plus l'imagerie. On va noter de multiples lésions coliques. Donc là, on est en dehors de la forme iliocécale. On est dans le côlon extracécal. Donc c'est la coloscopie plus l'imagerie qui va nous donner de multiples lésions coliques. Souvent dans la tuberculose, on note, notez bien, une sténose. Donc la tuberculose dans sa forme pseudo-tumorale. Donc la tuberculose pose un diagnostic différentiel avec la pathologie tumorale du côlon qu'on va l'aborder très prochainement. Donc on note soit une sténose courte avec un raccordement progressif de chaque côté. Il est appelé, notez ça bien, l'aspect de sablier. Donc si on vous pose la question dans vos cas cliniques, on avait vu dans l'imagerie ou bien de la coloscopie associée à l'imagerie de multiples lésions de raccordement qui ont un aspect de sablier. Donc ça cloche. C'est de la tuberculose colique dans sa forme extracécale. Faites attention, ne trompez pas dans ce cas-là. Soit des sténoses courtes avec un raccordement qui abrite, qui simule, deuxièmement, une virole néoplasique. Je vous ai dit que la tuberculose pose du diagnostic différentiel avec de la formation néoplasique. Donc l'aspect d'un sablier ou bien d'une virole néoplasique. Vous allez évoquer soit de la pathologie tumorale, soit de la pathologie tuberculeuse. Et c'est pour cela on insiste sur le diagnostic de la tuberculose. Pourquoi? Elle pose du diagnostic différentiel avec la formation néoplasique. Donc si on trompe dans le traitement de chacun de ces deux pathologies-là, on risque le pronostic vital et fonctionnel du patient. Donc, ce sont deux pathologies qui doivent subir et qui doivent être traitées de façon exacte afin d'avoir une rémission ou bien une guérison totale. Si on trompe le traitement, on risquera le pronostic vital du patient. Donc, en retour, un aspect en sablier, une virole néoplasique, tout ça, ce sont des aspects des lésions de la tuberculose colique, je répète, dans la forme extracolique. Exceptionnellement, on peut noter un ulcère tuberculeux qui va donner des images de niches qui sont creusées, des ondes des œdèmes, mais sans rétrécissement de la lumière
colique. Et dernièrement, un aspect pseudopolypoïde localisé. Donc, je répète, la forme colique extracécale se manifeste, je répète, par des douleurs abdominales, du ballonnement. L'examen de choix là, c'est de la coloscopie associée à l'imagerie pour localiser les lésions. L'aspect qu'on trouve fréquemment, c'est l'aspect ensablier. Notez ça bien en vocat clinique. Parfois, on note un aspect qui va simuler une virole néoplasique. Notez ce terme-là. Exceptionnellement, on peut avoir des ulcérations. Mais la forme les plus fréquentes, ou bien les formes les plus fréquentes, c'est les formes sténosantes. Vous allez voir parmi les complications de la tuberculose intestinale, c'est de la sténose. Notez ça bien. Donc j'espère que c'est clair pour la première forme, c'est la tuberculose dans sa forme colique. Deuxièmement, deuxième localisation. Donc c'est la tumeur du REL. Donc la première qui a été extracolique, c'était au-delà de la jonction iléocécale, c'était la localisation colique. Là, c'est en amont. Donc c'est la tuberculose du grêle. Et notez bien la différence. Lorsqu'on dit grêle, donc ça c'est pour vous à retenir. Lorsqu'on dit grêle, on parlera de troubles de transit et bien sûr du syndrome de malabsorption. Et lorsqu'on parlera de lésions coliques, on parlera de ballonnement et de douleur abdominale. Donc, c'est pas une loi fixe, mais ça peut nous orienter vers la pathologie. Donc, je répète, atteinte colique, on parlera de douleur et surtout du ballonnement du côlon. Lorsqu'on parlera d'une atteinte intestinale, le rôle de l'intestin, c'est de la absorption. Donc, on parlera d'un syndrome de malabsorption sur les formes cliniques et biologiques qui peut manifester par des anémies, des altérations de l'état général, des amaigrissements. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle un syndrome clinique et biologique. Donc, un syndrome de malabsorption, c'est en faveur d'une lésion qui est grylique. Donc, ça, c'est une réflexion. Et c'est un réflexe. Donc, dans l'imagerie, on va noter un rétrécissement de la longueur qui est variable, qui est souvent multiple, avec des bords qui sont irréguliers, spéculaires, en amont des zones qui sont rétrécies. Le grêle, ça c'est à noter, il est dilaté et il est atone. Donc je répète, la tuberculose dans la forme grylique, le grêle, syndrome de malabsorption, clinique, on avait parlé de ça, des signes d'amaigrissement, d'anémie biologique, surtout de l'animation de la formule sanguine. Et on a l'aspect dans l'imagerie du grêle qui va être dilaté et atone. Donc cette description-là, elle est en faveur d'une lésion tuberculeuse grylique. Parfois, il existe des fistules, jugino-iliales, grylo-coliques, parfois un aspect de compression extrinsèque. Donc, il est associé à une tuberculose péritonéale qui est associée. Mais notez-vous bien, syndrome tuberculeux ou bien tuberculose du grêle, syndrome de malabsorption, un intestin grêle qui est dilaté et qui est atone. Donc, notez bien ces termes ou bien ces points forts là. Passons maintenant à la troisième localisation. C'est la tuberculose duodénale. Et bien sûr, elle est rare. Elle est plus rare que les précédentes. Donc, la pathologie qui est duodénale, donc ce sont des douleurs de type ulcéreux, des nausées, des vomissements, ou bien un amaigrissement et rarement des hémorragies digestives. Donc, c'est un tableau clinique d'une atteinte qui est duodénale. Vous voyez la différence entre chaque localisation. Elle a ses signes cliniques concernant, bien correspondant au segment du tract digestif qui est atteint. Bon, l'imagerie et de l'endoscopie, qui est l'examen de choix. Donc c'est O, donc c'est de l'endoscopie. On note un aspect de compression extrinsèque, des sténoses, des ulcérations, des images polypoïdes. Donc c'est sont ou bien sont en faveur d'une tuberculose, une atteinte qui est duodénale. Les biopsies sont souvent négatives car ils sont trop superficiels. C'est la biopsie extemporanée qui nous permet d'éliminer un cancer régional évolué et elle est souvent évoquée pour confirmer le diagnostic. Donc à retenir, localisation duodénale, c'est une localisation rare, un tableau clinique d'une atteinte qui est haute. La biopsie, elle est superficielle, c'est
la biopsie extemporanée qui va nous permettre de poser le diagnostic de certitude. Donc j'espère que c'est clair pour la troisième localisation qui est duodénale. Dernière localisation, la forme ou bien l'atteinte anorectale. Donc c'est la plus rare, ils sont très rares, c'est juste 7% des cas. Elle se manifeste par des diarrhées avec des émissions qui sont gléro-sanglantes. Donc vous voyez là la relativité entre le segment de l'intestin qui est atteint avec de la clinique. Donc atteinte anorectale éclaire bien des émissions, des diarrhées gléro-sanglantes, des faux besoins et des ténesmes. Donc, ténesme, c'est la contracture douloureuse du sphincter anal. Un faux besoin qui est associé à une diarrhée gléro-sanglante. Donc, c'est un tableau clinique d'une diarrhée ou bien d'un syndrome amibien. Donc là, la tuberculose anale, elle peut se présenter sous forme d'un ulcère solitaire, de fistules, de lésions hypertrophiques qui sont évocatrices de l'atteinte là. Donc, si on récapitule, donc, une atteinte colique, c'est des douleurs et des ballonnements. Donc, vous voyez la relativité entre l'atteinte et la clinique. Une atteinte grélique, c'est un syndrome de malabsorption, clinique bien sûr et biologique. Une atteinte duodénale, c'est la nausée, les vomissements, l'amaigrissement. Donc vous voyez, c'est sont des signes d'une atteinte qui est haute. Les vomissements précoces, on va aborder ça avec détail dans le cours des occlusions intestinales. Une occlusion, une pathologie qui est haute, elle va se manifester par un vomissement, des nausées qui sont précoces. Dernièrement, dans la forme anorectale, qui est la plus rare. Donc, c'est un syndrome amibien, une diarrhée gléro-sanglante, faux besoin, ténesme. Et comme aspect radiologique, on note des ulcérations, des fistules et des lésions qui sont hypertrophiques, qui sont très évocatrices. Dernièrement, avant de conclure les formes cliniques, notez bien que la forme anorectale, elle pose du diagnostic différentiel avec, notez ça bien, du carcinome, bien plutôt du cancer épidermoïde du canal anal. Et bien sûr, les lésions vénériennes comme le syphilis et de la maladie de Crohn anopérinéale qui serait notre intitulé les maladies inflammatoires du tractus digestif qui serait notre intitulé dans le troisième chapitre qui sera dédié sur les pathologies entériques du tractus ou bien de l'intestin et du côlon. Donc je répète, la tuberculose anorectale, elle a du diagnostic différentiel avec du cancer épidermoïde canal anal, des lésions vénériennes comme du syphilis et de la maladie de Crohn qu'on abordera comme prochain intitulé. La présence d'une lésion pulmonaire, elle est fréquente et elle nous permet de faciliter le diagnostic. Donc j'espère que vous avez noté tous les points forts concernant les quatre localisations, colique extracécale, intestinale, duodénale et anorectale. Je répète, ce sont des localisations rares. La plus fréquente de ces lésions-là, c'est l'atteinte iliocécale. Notez ça bien, c'est une question fréquemment répondue dans les examens. Donc tuberculose intestinale, pensez-vous premièrement à la localisation iliocécale, c'est la plus fréquente, mais faites attention, c'est pas la seule. On disposera ou bien l'atteinte peut se manifester, comme je vous ai dit, dans tout le tractus digestif. Donc, du duodénum, on arrivera jusqu'aux atteintes anorectales. Ça, c'est le but de cette quatrième partie. Plutôt cette troisième et dernière partie. Donc, avant de conclure, on va noter les complications des atteintes intestinales. Donc, notez-vous bien que les formes intestinales ou bien la tuberculose intestinale, elles tendent à se compliquer vers, premièrement, soit une perforation. Je vous invite à les noter. Notez bien cette plaque-là. Des formes occlusives. Donc, la sténose qui est la forme la plus fréquente. On avait parlé de ça au début de la vidéo. Donc, les formes occlusives, les formes sténosantes. La sténose, c'est la complication, je répète, la plus fréquente de la tuberculose intestinale. Parfois des formes hémorragiques, des sanglantes et des formes de malabsorption sévère du grêle. Donc, c'est selon la localisation du tractus
du segment qui est atteint, on va aborder la clinique et même des complications. Je répète, la sténose c'est la plus fréquente, mais on peut noter des perforations, des hémorragies dans les formes gléro-sanglantes et un syndrome de malabsorption sévère dans la teinte qui est grillie. Donc, dernièrement, on conclut, on récapitule plutôt tout ce qu'on avait dit dans la tuberculose intestinale. Donc, le diagnostic positif, comme on avait vu précédemment, il est posé par des éléments de présomption et des certitudes. Donc, les éléments de présomption, c'était l'anamnèse, notion de comptage, non-vaccination, intra-immunodéprimé, tout ce qu'on avait dit dans les deux cours de la tuberculose péritonéale et même intestinale. Donc, ce sont des cas, vous voyez la similitude. La clinique, signes digestifs ou extra-digestifs, un syndrome tuberculeux. Donc, les signes généraux, donc fièvre, amaigrissement, sueur, profis, elle est en faveur d'un syndrome tuberculeux ou bien un syndrome néoplasique, anorexie, amaigrissement. Je vous invite à consulter les parties précédentes pour mieux assimiler. Donc, la biologie, comme on avait dit, c'est un bilan de retentissement sur l'état général. La radiographie et l'endoscopie qu'on a vu, c'est l'aspect des lésions qu'on a abordé dans la partie précédente. Le diagnostic de certitude, je répète, soit il est bactériologique directement par l'identification de bacilles de Koch, ou bien la mise en évidence dans l'anatomopathologie, je répète, du follicule de Koster, épithélium gigantocellulaire avec du caséum de nécrose caséeuse centrale. Donc, diagnostic bactériologique de certitude, diagnostic histologique, ou bien deuxièmement la présence de lésions intestinales chez un patient qui a eu déjà une tuberculose pulmonaire. On avait parlé de ça dans la pathogénie de la tuberculose intestinale. On avait dit qu'elle est secondaire à d'autres localisations, généralement pulmonaires. Troisièmement et dernièrement, si on est devant un patient qui est un peu difficile à diagnostiquer, un traitement antituberculeux qui va améliorer l'état du patient, c'est du diagnostic de certitude d'une atteinte tuberculeuse. Donc, si le diagnostic il est difficile, notez bien, un traitement antituberculeux va nous poser le diagnostic de certitude si on a une amélioration de l'état général du patient. J'espère que c'est clair. Aussi, le diagnostic différentiel. Notez bien les deux diagnostics différentiels de la tuberculose intestinale, c'est, je répète, la maladie de Crohn et le cancer du côlon, comme on a vu dans les deux lésions précédentes. Et on va aborder ces deux pathologies en détail, je répète, dans le troisième chapitre sur les MICI, les maladies inflammatoires chroniques intestinales et la pathologie néoplasique du côlon. Donc, concernant la maladie de Crohn, c'est le diagnostic différentiel qui est le plus difficile. Et c'est la biopsie qui va nous permettre de la découverte sur un prélèvement biopsique. Donc, on va aborder, ou bien on a le recours à l'anatomopathologie pour poser le diagnostic de certitude. Aussi du cancer du côlon. Faites attention, notez bien les diagnostics différentiels. Ne banalisez pas toujours les définitions, les notions de base et même les notions à retenir et les diagnostics différentiels. Donc, tout est à retenir. Donc, deuxième diagnostic différentiel, c'est le cancer du côlon. Donc, bien sûr, il a un aspect radiologique très évocateur. Il est similaire à une tuberculose dans sa forme hypertrophique. D'abord, la tuberculose dans sa forme hypertrophique, elle rassemble à une formation pseudo-tumorale qui est sténosante. Donc, devant une sténose, on évoquera, je répète, cancer du côlon, c'est la sténose qui est la complication la plus fréquente. Et bien sûr, je répète, la sténose aussi qui est la complication la plus fréquente de la tuberculose intestinale. Et bien sûr, la coloscopie et la biopsie vont nous permettre de poser le diagnostic de certitude. On ne risque pas de tromper entre ces deux pathologies. Le pronostic vital du patient, il est engendré ou bien il est mis en jeu. Autre diagnostic différentiel, la colite ischémique, la colite infectieuse non tuberculeuse, le lymphome digestif
et l'appendicite dans sa forme pseudo-tumorale. Mais notez bien les deux diagnostics différentiels à retenir. Maladie de Crohn, cancer du côlon. Faites attention à tromper entre ces deux pathologies. Dernièrement, on récapitule le traitement comme on avait dit précédemment. Les médicaments antituberculeux, comme on avait vu dans la pathologie péritonéale, la tuberculose péritonéale, c'est RH, ZE, rifampicine, isoniazide, pyrazinamide et éthambutol. Donc, traitement de première ligne, c'est rifampicine, isoniazide, pyrazinamide pendant 2 mois, plus 4 mois de rifampicine, isoniazide. Donc, ça ressemble à la tuberculose péritonéale. Donc, RHZ, 2 RHZ plus 4 RH. Deuxièmement, la deuxième intention, comme on avait dit ici, on est devant des rechutes, des formes de résistance en traitement. On a le traitement de deuxième ligne. Donc, on profite, on répète, on récapitule ce qu'on avait dit dans le traitement de la tuberculose péritonéale. Donc, on va allonger la durée du traitement de 6 mois. Donc, 2 plus 4, ça fait 6, vers 8 mois. Donc, 3 mois RHZE et 5 mois RHE. Donc, ce sont bien devant des rechutes et bien sûr des formes qui vont résister au traitement de première intention. Notez bien que le traitement antituberculeux, il est actif sur les lésions ulcérées qui sont fraîches, qui sont en évolution, mais faites attention, il est inactif sur les formes qui sont scléreuses. Donc, on avait dit que la tuberculose tend à donner un aspect scléreux ou bien fibreux. Donc, les lésions qui sont actives, qui sont fraîches, le traitement va être actif sur ces lésions-là, mais malheureusement inactif sur des lésions scléreuses ou bien sclérolipomateuses. Si ça marche pas, si le traitement médical marche pas, comme on avait dit précédemment, on va faire le recours à la chirurgie, le traitement chirurgical. Donc, il doit être le plus conservateur possible. Donc, il se fait, en cas d'échec, je répète, un traitement médical, la résection segmentaire plus dans la stomose. Donc, la chirurgie, elle est indiquée en cas de, je vous invite à les noter, un diagnostic qui est douteux malgré une exploration qui est approfondie. Donc, on risque pas. On va passer au traitement chirurgical. Deuxièmement, devant des complications, perforation et occlusion. Je répète, notez ces 3 lignes et faites attention dans vos cas cliniques. Donc, dans un diagnostic qui est douteux, c'est l'indication chirurgicale. Devant une complication, perforation, occlusion, traitement chirurgical. Devant une sténose serrée malgré un traitement médical bien conduit. Donc, votre attitude thérapeutique va être chirurgicale. Donc, je répète, notez bien les indications chirurgicales en cas d'échec d'un traitement médicamenteux, médical bien adapté. Dernièrement, on conclut la tuberculose. Toujours, comme on avait dit dans la tuberculose péritonéale, c'est un problème de santé publique, surtout en Algérie. Nous sommes un pays endémique. Le carrefour iléocécal est la localisation la plus importante. Donc, les messages à retenir à partir du cours de la tuberculose. Je répète, le carrefour, la localisation iléocécale est la localisation la plus fréquente, la plus répandue pour la tuberculose intestinale. Le diagnostic de la tuberculose intestinale, il est parfois difficile à poser. Elle est aussi facilaire, comme on avait dit. Le principal diagnostic différentiel est la maladie de Crohn. Et on peut ajouter un cancer du côlon dans les atteintes coliques. Je répète, le principal diagnostic différentiel est la maladie de Crohn qu'on va l'aborder dans les MICI, les maladies inflammatoires chroniques intestinales. Le traitement de la tuberculose, il est essentiellement médical. Donc la chimiothérapie, RHZE, je répète, rifampicine, isoniazide, pyrazinamide et ethambutol. J'espère que vous avez noté le protocole de traitement qu'on a abordé avec détail dans la pathologie péritonéale. Dernièrement, si le traitement médical ne marche pas,
Donc, on va passer au traitement chirurgical qui est réservé aux complications. Et j'espère que vous avez noté les indications chirurgicales devant une tuberculose intestinale. Je vous remercie pour votre attention, chers amis. Je vous rencontrerai prochainement dans chapitre empirique où on va à pathologie, où on va aborder la pathologie de tractus ou bien de l'intestin et du côlon. Merci pour votre attention. Je vous souhaite le bon courage dans vos préparations. Je vous rencontrerai très prochainement. Merci et à la prochaine.